Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la chaleur caniculaire de la Normandie. Et pour tout vous dire, mon ordinateur est un peu en train de souffler. Donc si vous entendez un petit en fond, c'est juste l'ordi qui est en train de faire une crise d'asthme, malheureusement pour lui. Alors aujourd'hui, c'est encore un petit update lecture. Petit update lecture assez riche parce qu'on va voir autant des choses qui sont plutôt proches de l'essai. Un one-shot qui se classe plutôt dans la catégorie policier contemporain. On a de la fantasy et un livre que j'ai vraiment pas aimé. Donc sortez les tapettes à mouche, je vais taper sur le livre parce que franchement j'ai trouvé ça vraiment pas bon du tout. On commence tout de suite. Alors on commence par Monstre fabuleux de Alberto Manguel, donc Dracula, Alice, Superman et autres amis littéraires. Sachez que ce titre est extrêmement mensonger. C'est pas vraiment tourné sur l'imaginaire comme je l'avais escompté. C'est plutôt un petit texte qui va aborder des grands personnages de la littérature et essayer de faire des ponts soit avec de la culture, soit avec de la réception sur ces personnages-ci. Par exemple, le premier personnage, c'est notre cher Bovary, Monsieur Bovary. Il faut que je le retrouve son petit nom. C'est Charles, je crois. Sur Charles Bovary et en quoi Charles Bovary est un personnage essentiel et quasiment le personnage déterminant de ce texte. Un peu des comparaisons avec d'autres personnages de la littérature et parler un peu de son caractère. Et à chaque fois, ça va être un petit peu tourné autour de ça. Et vous allez avoir des personnages qui sont plutôt affiliés à la religion, par exemple Job, des créatures fantastiques comme la chimère, on a des personnages qui sont plutôt inspirés de faits réels comme Robinson Crusoe. Et ce qui est pertinent dans ce texte, c'est que ça balaie pas forcément des personnages qui sont qu'américains, parce que j'avais un petit peu peur, ou qu'hispanophones. C'est vraiment, ça balaie très très large en termes de représentation. Je pense qu'il y a des personnages que vous ne connaîtrez pas, parce que ça soit en termes de chronologie, il y a des choses qui sont assez récentes, mais aussi en termes de monde entier. On va avoir autant des personnages qui sont trouvables dans la littérature plutôt asiatique, d'autres sud-américaines, d'autres africaines, d'autres européennes, australiennes, bref, on a un petit peu de tout. Le problème de ce genre de texte, c'est que quand tu aimes la recherche, c'est des articles qui sont assez courts, donc c'est fait pour le grand public, pour appâter, c'est fait pour donner un petit peu de réflexion à travers des personnages, mais ça permet, au-delà des références littéraires, d'avoir d'autres références. C'est vraiment un livre à offrir aux gens qui aiment la littérature, mais qui sont des amateurs de littérature plutôt en termes larges, c'est-à-dire que pas forcément que des lecteurs d'imaginaire, vous allez être déçus et c'est un peu mensonger, c'est-à-dire Dracula et tout, il y a quelques trucs, mais c'est beaucoup plus littéraire qu'imaginaire. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu... Bon, c'est le métier d'éditeur de mentir dans ces titres, mais voilà, c'est fait pour vendre, c'est bien fait, mais ça peut même la couverture, tu vois, t'as des Wendigo, t'as La Belle au Bois dormant, t'as Dracula, il y a Alice, il y a Superman et tout. Ça reste une minorité par rapport aux personnages qui sont exploités, mais c'est intéressant parce qu'on apprend pas mal de choses sur d'autres textes, sur des inspirations, et c'est assez thématique sur la façon dont c'est abordé, et ça permet de revoir en perspective les textes qu'on a lus. C'est en résonance en fait avec des thématiques actuelles, et ça fait le charme du texte, tout en étant assez frustrant sur le développement qui est pas assez développé, et en même temps ça donne tellement envie de découvrir d'autres univers. Moi il y a des personnages que j'en avais entendu parler parce qu'il y a des textes, c'est passé à la postérité, voilà, ça fait partie de la culture générale, mais c'est une image qu'on a de ces personnages et pas forcément le fond que j'ai pu découvrir, donc ça donne envie de découvrir pas mal de choses. Alors là, on passe sur sur un bestiau qui fait sa petite épaisseur, hein, il y a 3 tomes. Donc c'est le cycle des 3, tout est dans les 3 dans ce texte-ci. C'est donc la suite de Witchworld de André Norton. Alors André Norton, je vous en ai déjà parlé, c'est une autrice que je voulais absolument découvrir parce que ça fait partie un peu du trio des autrices, voire même quadruple des autrices très connues de son époque qui ont marqué l'imaginaire. Il faut savoir qu'au début, on va dire, de la vulgarisation de l'imaginaire, du moins dans les années 60-70, il y avait très très peu de femmes qui écrivaient, ou du moins qui étaient publiées. Ces univers étaient vraiment dominés par les hommes, et malheureusement l'imaginaire souffre encore pas mal de ça dans la catégorie adulte. Voilà, avec d'autres thématiques un peu glissantes aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant avec Audrey Norton, c'est qu'elle a écrit un grand univers qui est comparé souvent comme le premier univers très féministe, du moins le premier univers d'imaginaire qui a dressé des portraits de femmes aussi importants, travaillés, puissants.
Je m'explique, dans ces livres-ci, les femmes sont... on a un matriarcat qui est présent avec des sorcières qui sont douées, qui sont, je pense, une des inspirations de la roue du temps avec les personnages qui sont apparentés à la sorcellerie dans cet univers-ci. Parce qu'on retrouve quand même des choses, je trouve, ça pompe un peu au niveau de ces sujets-là. Mais c'est ce qui a fait le sel de cet univers, qui est un univers assez large, qui est un isekai à la base. C'est ce que je déteste le plus. Je pense que tu peux lire ce tome-ci indépendamment du tome précédent. Je veux dire des tomes précédents, des intégrales précédentes. Là, on suit les enfants de Simon, qu'on suit dans le premier cycle, où Simon est un personnage qui est poursuivi dans notre monde, qui va traverser notre monde pour aller dans un autre monde, et il va tomber dans le monde que l'on suit, où il va faire l'encontre d'une femme extraordinaire, une sorcière, qui va lui sauver la vie et qui est pourchassée. Et tous les deux vont devoir affronter de grands dangers. Donc on suit leurs enfants, qui sont des triplés, dont la naissance crée une sorte de prophétie. Ils seront toujours plus forts unis, mais seront plus faibles quand ils ne le sont pas. Un sera guerrier, l'autre sera sage, la troisième sera sorcière. Et on suit donc dans ces tomes-ci, les 3 personnages consécutivement dans une série qui se lie en fait à la suite parce que c'est, on va dire, une histoire qui se poursuit. On suit dans le premier tome de celui-ci le frère aîné qui est un guerrier qui voit sa relation avec ses parents un peu compliquée. Ce qui est assez étonnant quand tu lis, en fait, tu t'attaches forcément à Simon et à son épouse. Et c'est vrai que là, t'es en mode, c'est des très mauvais parents, voilà, mais qui vivent dans le château familial, dont ils voient jamais leurs parents, qui retrouvent dans un monde qui est à peu près en paix au moment où on les suit quand ils sont enfants, et tout va être bouleversé le jour où leur père disparaît, leur mère part à la recherche de leur père, et eux se retrouvent confrontés à un truc un peu affreux, c'est que leur sœur a hérité du don. Il n'y a que les femmes qui peuvent hériter du don. Et les sorcières vont la kidnapper. Et ils vont tout faire pour la sauver. Ça, c'est le premier tome. Dans le deuxième tome, on suit le plus sage d'entre eux, qui va avoir beaucoup de mal avec un des prétendants de sa sœur et qui va tout faire pour essayer de l'éloigner de lui. Je ne vais pas en dire plus. Et le troisième, on suit le personnage de la sœur qui, suite aux événements du deuxième tome, va devoir se retrouver elle-même et va être enlevée et va côtoyer un peuple un peu particulier. Pas vous en dire plus. Wishworld, alors moi j'ai beaucoup aimé, mais j'ai très conscience que c'est un texte qui n'est pas forcément appréciable de tous. C'est un texte qui a assez vieilli, notamment dans son style, dans ce que ça raconte et dans son univers. C'est un univers qui est très classique d'imaginaire, avec des portraits de femmes, certes mis en avant, mais qui sont assez cliché, mais je dois dire que c'est vraiment un texte, et je le dis dans d'autres textes bien sûr, à remettre dans son contexte, mais ce sont des textes qui sont sortis en langue originale en 65, en 67, en 68. Je veux dire, mes parents venaient de naître, donc voilà, ça remonte. Et ce qui est assez fou, c'est que ce texte va parler de questions qui sont quand même très modernes à notre sens, des questions qui sont liées à l'écologie et au respect de la nature, à des questions au niveau des femmes. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont datées, bien sûr que voilà, les mecs trouvent des femmes qui leur correspondent, ce sont des bombasses, elles sont belles, jolies et tout. La beauté a une très grande importance dans ce texte-ci, mais il y a tout un pan que j'avais pas forcément vu venir sur les relations toxiques, et ça aborde cette question-ci entre un des personnages féminins et un des personnages masculins, et j'ai trouvé ça hyper pertinent de parler un peu de ça, de la reconstruction, et vraiment c'est un texte qui est très surprenant sur ces questions-ci. On est dans les années 60, faut remettre en contexte, on n'en parlait pas de ces questions-là, et surtout pas en imaginaire. C'est un texte qui, bien qu'il soit empreint et qu'il a vieilli et qu'il est un peu vieillot sur des choses, moi j'aime beaucoup la plume d'André Norton parce que c'est une plume assez ancienne, assez riche, voilà, qui se lit très bien, qui a son charme parce qu'elle est assez désuète. Et voilà, moi c'est le genre de plume que j'aime bien lire, c'est pour ça que j'aime la fantaisie à papa aussi. C'est un univers qui est... au-delà d'être assez sinistre, voilà, parce que on parle quand même des questions assez glauques, hein. À un moment, il y a un personnage qui se retrouve dans une position, elle va tout faire pour éviter les agressions, tu vois. Et en même temps, il y a un truc très coloré, très imaginatif, et c'est très adulte, mais très enfantin d'une certaine manière, parce que on a beaucoup de peuples créés de A à Z.
Voilà, des hommes oiseaux, des hommes qui vivent dans l'eau, des créatures. Et en fait, on est dans ce monde, c'est Escarpe, je crois, le nom de la terre qu'on suit, où chaque peuple a des soucis à régler entre eux, il y a des alliances, il y a des amours impossibles, et il y a surtout cette menace qui pointe son nez et où les trois donc jumeaux vont se retrouver confrontés à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que les tomes sont assez en deçà. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup accroché au premier tome avec le frère guerrier qui lui va se retrouver à devoir fuir le pays dans lequel ils sont pour rejoindre une autre terre et être accueilli et faire face à des complots. On découvre les personnages, leur dynamique, l'univers dans quelque chose d'assez différent de ce qu'on avait pu voir avec Simon. Witchworld, c'est un univers aussi qui s'apparente quasiment pas à du steampunk, mais il y a un côté science-fiction parfois qu'on retrouve dans le troisième tome que j'aime un peu moins, et c'est peut-être pour ça que le troisième tome, ça m'a moins convaincue. Mais voilà, j'ai aimé toute cette partie-là de découverte, de tension, de relations fraternelles que je trouve assez jolie. Voilà, ils s'aiment et en même temps ils grandissent, et donc il y a des moments, quand t'es enfant tu peux pas faire la même chose que quand t'es adulte sur certaines choses, et les grands frères doivent comprendre aussi que leur sœur veut son indépendance. Le deuxième tome, moi j'ai beaucoup aimé le personnage du sage, qui est le plus sensible, qui est celui qui veut bien faire et qui se retrouve rejeté. On parle de la jalousie fraternelle, on parle de beaucoup de choses, de la société, de la manipulation, et où il y a des transformations, il y a vraiment une quête de sauvetage, il y a beaucoup de choses qui sont liées avec le sauvetage, et il y a ce troisième tome qui est très en décalage, qui à mon sens aurait été celui qui aurait dû me plus le plaire, parce que c'est celui qui parle de la sœur, qui est quand même le personnage avec lequel je suis le plus proche, tu vois, par affinité, et qui, dans une première partie, j'ai trouvé très sympathique, parce qu'on a du voyage, on a cette tension, on a découvert d'un autre peuple, une autre culture, mais on balance dans un truc de SF un peu simpliste après, donc qui est de la vieille SF, donc ça vieillit assez mal pour tout vous dire, et on balance sur des choses un peu plus consensuelles. Voilà, c'est des romans où ça se finit pas toujours bien, parce que c'est pas vrai, mais au niveau de la trame scénaristique, c'est pas ce qu'il faut lire pour la trame scénaristique, c'est très convenu, mais en même temps c'est le problème des classiques, c'est que t'en as déjà lu 36 des histoires comme ça, mais c'est le fait que ça soit fondateur, que ça soit si original et si c'est politique mais sans chercher à l'être trop, ça parle d'amour sans être de la romantaisie, ça parle de plein de sujets, de relations sans qu'on appuie trop là-dessus, et il y a un très bel univers. J'ai jamais vraiment lu quelque chose dans l'ambiance de Witchworld, voilà, c'est très particulier, c'est pour ça que c'est un texte que je ne sais jamais si je dois recommander ou pas, parce que c'est tellement particulier qu'il faut connaître les personnes, je pense, intérieurement pour pouvoir recommander ce texte vraiment. Mais vous allez retrouver du voyage, de l'aventure, et si vous avez envie, je pense, à découvrir des autrices, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette recherche-ci, essayez, parce qu'on me pose souvent la question en adulte, on a quand même des nanas qui, dans les années 60, ont marqué leur époque. Pour ne citer qu'elle, il y a André Norton, alors qu'il y a eu de l'aide, parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont sortis, il n'y a pas que ces cycles-ci. Memnos, a priori, de ce qu'il m'avait dit, ils ont acheté que ces droits-là pour l'instant, mais elle a été aussi aidée avec d'autres auteurs après, mais donc vous avez La Balade de Perne, qui est écrit par une femme à peu près à la même époque, et vous avez Ursula Le Guin, pour ne citer qu'elle, mais commencez par le Trio d'Or. Voilà, c'est un texte qui est vraiment romanesque, voilà, il y a tout pour plaire, mais c'est particulier, c'est un peu désuet, c'est un peu vieilli, et surtout ce qui est impressionnant avec cette autrice, c'est qu'elle a écrit quasiment 100 bouquins en science-fiction et tout, et que c'est un texte qu'il faut plus lire si vous êtes dans cet intérêt-là pour votre culture générale d'imaginaire, voilà, si c'est quelque chose que je vous recherchez, que pour un intérêt particulier c'est un chef-d'œuvre. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, moi j'ai passé un très très bon moment, mais c'est un texte à lire pour apprécier d'autant plus l'imaginaire et comprendre un peu l'évolution de l'imaginaire. Et en même temps, moi, franchement, j'accroche plutôt à l'univers, et notamment, moi, je trouve les sorcières hyper badass dans le texte. Elles ont ce côté, si vous avez aimé La Roue du Temps, sincèrement, c'est pas possible que Jordan ne se soit pas inspiré de ces femmes-là, parce qu'on retrouve, je trouve, beaucoup de choses là-dessus. Et les personnages sont attachants et ont plein de faiblesses, c'est-à-dire que ils peuvent être des guerriers puissants et tout, voilà, c'est les fils de grands héros, machin, mais ils ont des failles, et ils ont des failles très humaines. En fait, je trouve que André Norton, elle a une manière d'écrire ses personnages et c'était le cas aussi, je trouve, chez La Balade de Perne et chez Ursula Le Guin. C'est des personnages où on voit que la psychologie, elle est travaillée, c'est pas que des bourrins sans âme, il y a vraiment un truc sur les émotions et tout ça qui ressort,
et la place des femmes est une question assez importante dans le texte. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, tout en ayant de l'épique et beaucoup de personnages masculins présents, hein, parce que la plupart du temps, c'est des personnages masculins qui sont les personnages principaux, mais il n'empêche que leurs relations sont très bien développées et qu'il y a une fantaisie, il y a une fraîcheur dans cette fantaisie bizarrement, mais que je trouve très imaginative et très... Vraiment, c'est pas que c'est un côté Narnia, mais il y a le fait qu'elle ait créé ces univers, ces créatures, et que ça rentre pas dans un carcan un peu stéréotypé, je trouve, des créatures. C'est des créatures qui se basent sur des animaux en général, je trouve ça assez sympa. Il y a des chevaux un peu bizarres, il y a vraiment, il y a des formes, il y a une esthétique dans le texte qui est très sympa. Ensuite, parlons des choses qui fâchent, hein, Alors vraiment, j'ai pas aimé ce texte. Et franchement, cette année... J'ai des textes où j'ai vraiment pas aimé. Mais vraiment, je suis dans le rejet total. Alors, je sais pas, d'habitude, j'avais quand même des textes où je trouvais beaucoup de points positifs, même si je trouvais ça moyen. Mais là, je suis tombée sur des trucs que j'aime pas du tout. Alors, l'autrice n'est pas française. Je vais être un peu plus piquante dans mes mots, mais je pense que ce texte, en fait, on me l'a vendu d'une manière qui n'est pas forcément la bonne. Et en clair, à mon sens, c'est tout ce que j'aime pas dans la young adulte. J'essaye de me mettre vraiment à la fantaisie dite asiatique, ça n'a pas de sens, mais à la fantaisie chinoise, à la fantaisie coréenne, à la fantaisie japonaise notamment. Et donc ici... c'est de la mythologie chinoise, donc j'avais envie de m'y mettre. Et tout ce que j'ai lu en fait de fantaisie chinoise, ce sont des récits plutôt belliqueux, très bien travaillés avec du world building. En fait, ça c'est totalement en décalage. C'est The Daughter of the Moon Goddess. Donc, il a été traduit en français, je l'ai lu en anglais. J'avais craqué sur la couverture. Alors, certes, qui fait très féminin, mais qui, à mon sens, c'était plus une esthétique un peu de fantaisie asiatique. Hein. Souvent, on a ce genre de choses avec les fleurs et tout. Et c'est surtout une réécriture d'une légende. Donc, de Shangyi, la déesse de la lune. Donc, j'étais plutôt bien partie dans le récit, hein, donc ça parle, pour être très simple, de la fille de la déesse de la lune, qui vit avec sa mère dans les cieux. Pour ceux qui ont vu un peu de fantaisie japonaise, de manga, vous savez, tous ces trucs où les dieux vivent sur des espèces de nuages, dans des espèces de mondes et tout, on est un peu dans ce délire-ci. C'est donc une jeune fille qui a des pouvoirs, qui ne les exprime pas. Sa mère lui a toujours caché l'identité de son père. Elle sait que sa mère a été jugée pour avoir commis un crime et qu'elle vit en fait au banc des sociétés des dieux. Et elle est cachée. Et tout va être bouleversé du jour où ses pouvoirs vont se manifester un peu plus fortement, que la cour royale, donc l'empress, donc l'impératrice, va sentir quelque chose et va voir la déesse en disant « Qu'est-ce que tu traficotes ?» L'autre cache sa fille parce qu'elle sait très bien que s'il découvre qu'elle a une fille, ça risque de déjà faire du mal à sa fille et de poser beaucoup trop de problèmes. Et donc sa fille fuit et va tout faire pour sauver sa mère qui est donc prisonnière. Et pour ce faire, par un concours de circonstances, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par le scénario dans ce texte-ci qui sont pas très crédibles, elle va rentrer à la cour de l'empereur et va faire la rencontre du fils de l'empereur et de sa femme. Et faut dire ce qui est, ils vont pas être qu'amis, voilà. Et elle va leur mentir et tout faire pour obtenir une certaine faveur pour libérer sa mère. Je vous en dis pas plus. En fait, ce texte, c'est pas très très difficile à lire en anglais, sincèrement. Il y a pas mal de vocabulaire sur... on va dire la mythologie, il faut s'y mettre dedans, des descriptions de fleurs, d'arbres et ce genre de choses, mais ça reste plutôt accessible pour un niveau intermédiaire. C'est une duologie, je crois, donc je n'irai pas la suite, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai été extrêmement déçue parce que quand on me vend mythologie, moi je veux du world building, je veux que ça soit travaillé. Alors certes, il y a un world building et tout, mais ce texte est pour moi de la romantaisie. Dans le sens que la romance prend une place énorme dans le texte. Ce bouquin, il est découpé en 3 parties essentielles. La partie de la découverte avec sa mère, la partie où elle fricote avec le prince héritier, et une partie avec une quête avec des dragons. Et en fait, au niveau de la disposition du texte, du temps accordé et tout, c'est un peu galère parce qu'en fait, la dernière partie, qui est sans doute la plus intéressante, elle est trop courte. Et que c'est le genre de texte où en fait tu ne crois à rien parce que tout réussit au personnage principal. Je m'explique. La nana, c'est une bombasse, c'est une déesse cachée. Elle apprend toute l'histoire avec son père et tout le côté avec sa mère, son père, moi j'ai bien aimé ça. Mais
elle est tellement belle qu'elle convainc le fils de l'empereur, elle est parfaite, machin. Les autres femmes sont un peu comparées comme des êtres un peu moins intéressants qu'elle. Il y a un triangle amoureux, alors ça c'est tout a été pour m'achever. Voilà, donc avec un général beau gosse et tout, il se déchire pour elle, c'est le centre, parce qu'en plus d'être belle, d'attirer tous les regards, c'est une excellente guerrière, voilà. Quand il lui arrive des trucs, elle survit toujours, quand elle se met dans la mouise, elle survit toujours. En fait, il y a tellement un truc du scénario de rien ne peut toucher ce personnage-là qu'en fait c'est hyper désagréable à la lecture et qu'en fait vraiment la romance je n'en pouvais plus parce que déjà je trouvais ça assez cringe pour tout vous dire, j'ai trouvé ça m'a mis mal à l'aise parce que je trouvais ça mal fait. Et que vraiment les triangles amoureux faut arrêter, on n'est plus sur Twilight, c'est fini quoi, faut arrêter un moment avec ça, apparaître chiant, vraiment c'est catastrophique et surtout la relation des personnages est catastrophique à chaque fois. Je trouve que sa relation avec les mecs et tout c'est toxique as fuck quand on y réfléchit, j'ai vraiment pas aimé, j'ai été très déçue par le world building parce qu'on nous vend beaucoup de world building et tout est lisse, tout est vraiment, il y a des moments ils vont dans d'autres pays, on nous parle de démons, on nous parle de dieux, on nous parle de créatures, mais on développe rien. Les actions, en fait, c'est tellement cheaté que t'es en mode... ouais, bah j'ai aucune tension narrative. À un moment, il y a un combat où on doit affronter un de ces deux amants, machin. Tu sais qu'il n'y en a aucun qui va mourir à la fin, faut arrêter, t'y crois pas. Et t'as toute cette quête avec les dragons, et en fait, la nana, elle est en mode... C'est la quête, tu sais, ça m'a fait beaucoup penser à Tolkien avec le moment de Beren et Lucienne où le père va envoyer Beren mourir dans une quête, c'est un peu le même délire. Sauf qu'elle, en fait, elle parle trois lignes et puis les dragons sont convaincus, quoi. Il y a vraiment pas de tension narrative et je suis en mode, ok, les plot twists sont prévisibles. Vraiment, et en fait, j'ai pas aimé grand chose, et que quand le personnage te devient apathique comme ça, vraiment, je l'ai trouvé encore plus casse-pied que faire dans ACOTAR, et je lui reproche beaucoup de choses qu'on retrouve dans ACOTAR aussi, mais ça n'a pas du tout fait pour moi. Voilà, il y a cet univers de fantasy chinoise où voilà, on retrouve ces dieux, ces déesses, voilà, cette mythologie, elle est en fond, mais elle n'est pas assez développée. Les personnages sont très clichés dans leur manière d'aborder les choses. Là, par exemple, l'impératrice, elle est méchante. Ouh là là, la méchante impératrice. Ça va pas trop en profondeur. Et vraiment, c'est vraiment... En fait, c'est une Marissou, le personnage principal. Pour moi, c'est la caricature de la Marissou avec des... C'est pas des faux problèmes parce qu'elle doit sauver sa mère, mais une fausse tension à chaque fois. Et c'est trop fleur bleue. C'est vraiment, pour moi, la romance, elle est vraiment même pas palpitante, tu vois, parce que j'ai rien contre le fait de lire une bonne romance. Il y a rien. C'est vide. Et même les personnages masculins sont inintéressants pour moi. Vraiment pas séduisants. J'ai pas ressenti un truc en mode... Quel beau gosse, pas du tout. Donc voilà, ils te disent les lois impitoyables, le challenge impitoyable de l'empereur et tout. Ils te mettent une ambiance et tout, et en fait, bah, c'est vraiment décevant. C'est décevant. Je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vrai que j'avais essayé de tenter ça, voilà, en me disant ça va être romantique, mais il y aura de l'épique, parce que c'est quand même marqué épique, romantique, donc voilà, de l'épique, bah... C'était pas fou, vraiment c'était pas fou. Et c'est très décevant sur la mythologie chinoise et sur la fantasy chinoise, c'est très différent de ce que j'ai lu. Et il faudra que je prenne un peu plus garde à mes lectures maintenant parce que je me suis dit, bon, fantasy chinoise c'est forcément sérieux, complot politique et tout. Là c'est vraiment de la young adulte pure pour les adolescents. Dans mes souvenirs, il n'y a pas trop de sexualité. Donc ça peut être lu par un public qui a 15 ans, mais je suis clairement pas la cible et surtout j'ai trouvé ça ennuyant et même scénaristiquement parlant j'ai trouvé ça extrêmement pauvre. Vraiment c'est... Je compare à ACOTAR est bien meilleur en termes de scénario. Alors ensuite, là on part sur un autre truc, un livre que j'ai beaucoup aimé. Il faut que je lise et fasse lire à mes proches. J'ai une extinction de voix, voilà d'un coup. C'est Cathy, donc de Michael McDowell, donc Blackwater, voilà. Cathy, vous m'en aviez parlé extrêmement bien, donc j'ai dit je vais aller tester Cathy. Et belle découverte. Cathy, c'est un peu sanglant, et c'est vrai que c'est a priori un de ses plus sanglants. J'ai été un peu choquée par la lecture au début en me disant, voilà, il y a de la maltraitance sur animaux, hein, accrochez-vous. Hein. Il y a deux points de vue. C'est l'histoire donc d'une jeune femme qui s'appelle Philomela, elle vit avec sa mère dans une petite ville, sa mère est couturière, mais le problème c'est qu'elles sont assez pauvres, qu'elle galère, elle est très amie, du moins
grand guillemets, avec une fille riche, donc c'est la fille de la nana qui embauche sa mère, qui lui dit qu'elle va épouser son cousin, que la vie va être belle. Philomena, elle galère, ils ont des problèmes de thunes, menacés d'expulsion, et elles reçoivent la lettre du grand-père de Philomena, donc le père de sa mère, avec qui elle n'avait plus de lien parce qu'elle a épousé un homme que ses parents ne voulaient pas qu'elle épouse. Et en fait, ils lui promettent de l'argent, mais il dit viens m'aider parce que, donc, c'est un peu compliqué, mais sa mère, elle avait un frère qui a épousé une femme, il est décédé, sauf que cette femme s'est remariée avec un homme qui a donc le personnage principal comme fille, et c'est une famille qui fait tout pour se débarrasser du vieillard. Et ils envoient Philomena là-bas, et elle va essayer de sauver son grand-père sans succès, et elle va faire face à Cathy. Cathy, c'est donc cette jeune fille qui a des dons de sorcellerie quand même, hein, pour le coup, mais qui a des dons aussi pour être psychopathe, hein, voilà, parce que elle tue les gens sans remords, elle est extrêmement violente, et on le voit dès le début des scènes, où tout l'intérêt du texte va être, en fait, Philomena qui va essayer de pourchasser cette famille qui a volé l'héritage extrêmement conséquent, et en même temps cette famille va commettre des crimes à New York, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais oui. Et c'est l'histoire d'une jeune fille de campagne qui va débarquer à New York, qui va se faire avoir par la vie, et qui va donc être confrontée à cette famille qui lui veut du mal. C'est un texte qui, moi je l'ai dévoré. McDowell, comme je vous dis, c'est pas un auteur où il faut que vous vous attendiez à de la grande littérature. C'est un auteur, pour moi, c'est de la littérature bonbon. Parce que ça se lit vite, ça se lit bien, les personnages c'est pas trop développé, c'est vraiment de la lecture, vraiment c'est ce qu'on cherche dans un bouquin qui est catchy, qui attrape, qui... voilà. Il n'y a pas de côté vraiment fantastique comme dans Blackwater, hormis le fait que Cathy est douée de certains dons, elle va lire l'avenir. Mais ce que j'ai trouvé assez formidable dans ce texte-là, c'est le portrait qu'on a de New York, le côté historique de l'époque, qui est, voilà, avec cette jeune fille qui va tellement se faire avoir par la vie, parce qu'en fait, Philomena, je pense que c'est un peu un défaut, mais c'est voulu, c'est un peu notre Candide de pays de New York, quoi. Et t'as envie de la secouer, il y a des moments, elle prend des décisions, en fait, elle se fout dans la merde à chaque fois. Pareil, il y a beaucoup de sorts du scénario où ça se finit, voilà, il y a des choses qui l'aident et tout, mais c'est le destin de cette jeune fille qui est adorable et qui se retrouve en fait spoilée dans la vie. Donc vraiment, elle est hyper attachante. Il y a une petite romance qui est très sympa dans le texte. Voilà, on découvre New York sous un aspect assez ancien, et on découvre la ville sous un aspect un peu glauque quand même. Et en même temps, avec cette jeune femme qui a plein de rêves, et sur la condition des femmes aussi de l'époque, hein, on en parle beaucoup, et c'est très très dur. Et en même temps, tu as toute cette partie avec l'autre famille qui est plus quasiment pas policier, mais quasiment du thriller, avec Cathy qui défonce tout le monde, hein, de tueur en série, hein, on peut vraiment parler de ça dans le texte, et qui est assez violente. Et ça m'a plu parce que, en fait, c'est des meurtres qui sont tellement sordides que tu y prends un plaisir un peu jouissif. C'est comme si tu regardais un peu un film d'horreur avec des morts un peu extraordinaires, mais vraiment, ça parle de couper des têtes, voilà, il y a des choses, c'est très palpitant, il y a de l'action, il y a de la tension, et le personnage est très charismatique, voilà, c'est des vrais... comment dire, ils sont tellement horribles et comme personnages que t'as envie de savoir jusqu'où ils vont aller dans l'horreur, et voir si Philomena va s'en sortir, et comment il y a toute une dénonciation aussi de la conduite, voilà, de la vie de chacun, et ces jeunes femmes qui ont à peu près le même âge et qui ont des destins très très différents, et vraiment il y a des tensions jusqu'à la fin. Alors ça se passe très vite, et c'est, je pense, un peu un défaut pour moi, c'est que tout s'enchaîne très très vite. Il y a beaucoup de magie du scénario, voilà, beaucoup plus que dans Blackwater, je trouve, mais où il y a des moments, il y a des retournements scénaristiques, c'est toujours plus, tu sais, toujours plus, mais il y a cette tension-ci. En fait, ce bouquin parle d'énormément de sujets, on parle de la condition sociale, il est assez jouissif parce qu'en fait, il y a une vraie punition des personnages vilains dans le texte, et ça, c'est vraiment jouissif de voir ça. Je dirais que c'est un peu une lecture un peu chrétienne dedans, parce que les mauvais sont punis et les bons sont récompensés en faisant le bien, tu vois, tu vois un petit peu ça là-dedans. Mais cet âge d'or américain, new-yorkais, est assez intéressant avec... on parle de vraiment même les femmes entre elles, alors il y a des femmes qui sont horribles, hein, mais la solidarité aussi, et la condition des femmes à New York, et voilà, et du fait que Philomena va s'élever dans la société aussi, et voilà, ça en fait tout pour faire un bon roman distrayant, sans chercher du politique ou un truc extraordinaire. C'est vraiment un roman détente, mais moi j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, je pense, au massacre et au côté glauque
du texte, mais il y a un rythme trop précipité, trop de facilité scénaristique, des choses qui sont un peu redondantes parce que la question de l'argent est très présente et tout le bouquin c'est Philomena a de l'argent, elle en a plus, elle a de l'argent, elle en a plus, t'es en mode c'est un peu redondant, un peu fatigant, mais moi je l'ai dévoré d'un coup et je pense que c'est mon préféré de McDowell pour l'instant. Parce que, les personnages sont attachants, l'univers est sympa, glauque, et qu'il y a une vraie tension narrative, et que clairement c'est un page-turner pour cet été si vous partez en vacances sur la plage. Alors c'est un peu glauque, mais il est très bien. Ça coûte 12,50 €, c'est le meilleur investissement en termes de prix. Voilà, moi Toussaint l'ouverture, vous savez que je suis convaincue, hein, mais j'adore leur travail éditorial. C'est extrêmement beau, et c'est vrai que McDowell, c'est pour moi cet âge d'or de la fantasy qu'il y a eu. Maintenant on est dans une fantasy et c'est normal parce que la société dans laquelle on vit est une société un peu dure en ce moment, très politique, on dénonce beaucoup de choses et c'est bien parce que la fantasy est un relais pour ça. La fantasy des années 90 c'est une fantasy un peu plus chillax, un peu plus déconnante. Je dis fantasy mais même littérature, là on est dans de la littérature consommation, on est dans de la littérature plaisir, voilà, on n'est pas dans la littérature prise de tête forcément, mais très sympa à lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces bouquins, et notamment si vous avez lu Cathy, ce que vous en avez pensé. Parce que Les Aiguilles d'Or, moi j'avais été assez déçue, notamment par le rythme, par pareil, le côté scénaristique en fait chez McDowell, et c'était pas trop le cas dans Blackwater je trouve, mais il y a beaucoup de choses qui se résoudent par des scénarios un peu alambiqué, mais là ça a plutôt coulé de source, mais je pense que c'est parce que le personnage est très attachant à la base et que Cathy elle est assez attachante à sa manière, dans le sens qu'elle est horrible et on est fasciné par cette horreur. Mais sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.